L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Bonjour Yves. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans cet espace, dans ce plateau de l'invité business pour ce tournage exceptionnel parce qu'il prend place et lieu sur le départ du Vendée Globe, village du Vendée Globe pour cette 10e édition. Yves, j'aime bien revenir effectivement toujours un peu en arrière dans le parcours des dirigeants, des chefs d'entreprise, des créateurs. Enfance et loin justement de la mer, enfance à la campagne, vos parents étaient agriculteurs, une enfance loin du confort. Qu'est-ce que ça vous a forgé? Quel homme ça a forgé cette enfance-là? Déjà qu'il fallait que je compte sur moi-même, parce que j'étais effectivement dans un milieu familial, comme tu l'indiquais, relativement en difficulté. Et donc ça pouvait passer par les études d'abord. Et ensuite des rencontres qui me permettraient d'avancer dans la vie, et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire à peu près correctement jusqu'à présent. Ce parcours de formation que tu évoques, c'était aussi derrière l'idée de s'extraire, je ne sais pas si le mot est juste, mais de ce milieu social qui avait été compliqué pour toi? Alors, des éléments quand même positifs, une proximité, je dirais, avec la famille, avec des voisins, une richesse humaine. Ça, je pense que c'est le côté très, très positif. Par contre, effectivement, les conditions matérielles, les conditions de pouvoir se réaliser n'étaient pas là. Et donc, pouvoir se donner les moyens, effectivement, de les obtenir. Et donc, comme je disais, ça passe par du travail et du travail. Humilité, engagement aussi, je sais que c'est des valeurs qui t'habitent. Cette formation ingénieur, justement, formation d'ingénieur en génie civil, première expérience aussi auprès du ministère de l'Équipement. Mais on a le sentiment qu'il te manquait quelque chose quand tu en parles, c'est une dimension écologique, alors qui était tout à fait pionnière, il faut le dire à l'époque. On peut parler aussi d'une époque où les gens s'intéressaient assez peu à cette dimension-là. Tu étais un peu pionnier là, sur ces sujets Oui, je pense. Alors, la première découverte, un petit peu, c'était René Dumont en 1974. J'avais 19 ans, donc il est candidat aux élections présidentielles. Et puis, choc pétrolier aussi de 1973. Et je me retrouve en 1975, effectivement, dans un poste d'ingénieur à la direction départementale de l'équipement de la Mayenne, un territoire très rural. Donc la ruralité, je connaissais puisque j'en venais. Par contre, je trouvais que je n'étais pas forcément légitime dans le domaine où je devais intervenir, de la planification territoriale, dans la mesure où je n'avais pas les compétences, les codes pour comprendre l'environnement géographique dans lequel j'évoluais. Et donc j'ai décidé de quitter au bout de 2 ans pour refaire une formation en écologie scientifique à ce moment-là à Rennes, effectivement, et ensuite un DEA de psychosociologie de l'aménagement, donc là à Nanterre, à Paris, pour voir dans quelle mesure les conseils qu'on apporte en matière d'aménagement du territoire peuvent être intégrés par les populations, parce qu'on les oublie souvent un peu. Et déjà à l'époque, je trouvais que c'était trop centralisé, on était aussi avant la décentralisation. À 23 ans, une femme dans un milieu industriel qui doit faire sa place, qui n'était pas prévu, on l'a bien compris, ça a été compliqué? Ah bah oui, je suis partie avec plein de handicaps. C'est clair que déjà on a eu des partenaires qui nous ont pas fait confiance parce que ma mère a repris l'entreprise avec moi, même si elle n'y travaillait pas avant, mais elle m'a servi de femme de paille. On avait besoin de quelqu'un qui ait l'âge parce que 23 ans sans expérience professionnelle, c'était pas crédible. Et puis après, on avait des fournisseurs plutôt du sud de l'Europe, donc Italie, latin, Espagne, latin. Donc là, on a joué en fait sur la culture. C'est l'avantage d'avoir étudié les langues étrangères et de connaître un peu les codes. Donc avec maman, on s'est habillé de noir et on a fait le tour des fournisseurs en disant laissez-nous du temps, la veuve et l'orpheline. Il nous faut un petit délai pour appréhender les choses. Et donc, ça a marché? Ça a marché, ça les a convaincus? Disons qu'ils n'ont pas osé. C'était pas qu'ils étaient convaincus, c'est qu'ils n'ont pas osé. Dans leur culture, ça ne se faisait pas. Mais les 6 mois ou l'année de répit que j'ai pu avoir m'ont permis de prendre en main en fait, l'entreprise, le destin de l'entreprise et le mien. Comment les anciens collaborateurs, collaboratrices vous ont perçu justement à votre arrivée? Vous avez su rapidement justement asseoir une forme de légitimité
au départ? Au début, ça a été compliqué parce que mon père avait 2 entreprises et la Pramac, il s'en occupait pas beaucoup parce que ça tournait un peu tout seul. Et donc, au départ, les collaborateurs m'ont dit vous faites comme votre père, vous passez le matin un quart d'heure, vous nous dites quoi faire et puis on gérera. J'ai dit mais moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire puisque je ne sais pas comment fonctionne l'entreprise, donc expliquez-moi. Donc ils m'ont dit c'est pas compliqué, tout est dans les dossiers, vous avez qu'à ouvrir les placards. Donc j'ai passé un certain temps à ouvrir les placards, à me poser des questions, à leur poser des questions et puis on a réorganisé un peu. Alors les réorganisations, les fameux 100 premiers jours, ça compte vraiment beaucoup et c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut faire beaucoup de choses. Et donc on a profité de ce temps-là, on s'est posé des questions, on a changé des choses. Ils nous ont dit qu'on allait tout exploser, tout couler, puis quand on fait le bilan, après quelques années, on se rend compte qu'on est toujours là et que finalement, ce n'était pas de si mauvaises idées que ça. Ce qui, à l'époque, s'appelait le groupe Erige, qui est devenu aujourd'hui Erige Industrie, on va en parler dans un instant. Mais de quoi tu es le plus fier depuis 2020 ? Qu'est-ce que tu as conduit, qu'est-ce que tu as changé comme grand projet industriel au sein de ce groupe ? Je pense que le plus important, quand on arrive dans une très belle entreprise comme le groupe Erige, qui est une entreprise familiale, avec des actionnaires familiaux qui sont là, qui incarnent cette histoire extraordinaire, c'est d'inspirer un changement. Et ce changement, c'était pour moi une évidence, c'est le changement lié au réchauffement climatique, à l'importance que nous devons accorder à l'environnement, en sachant que dans peu de temps, la réglementation va contraindre à peu près tous les secteurs de l'activité, y compris les nôtres, à être particulièrement disciplinés et efficaces dans la gestion de ces sujets. Et pour moi, c'était important de convaincre tout le monde de l'importance de ce sujet. Et je me suis rendu compte, chemin faisant, que cet aspect-là était en réalité une attente très forte de tous ceux qui étaient à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi de tous ceux qu'on essayait d'attirer de l'extérieur. Et mon objectif a été d'essayer de faire passer l'intégralité de nos collaborateurs à travers les fresques du climat, qui est finalement une très jolie première étape pour se dire, mon Dieu, mais ce réchauffement climatique, c'est nous, êtres humains, qui l'avons créé. Donc comment peut-on l'atténuer ? Comment peut-on concrètement, de façon très pragmatique, mettre des mesures en place pour le réduire ? Est-ce que tu crois sincèrement qu'on peut faire ces changements-là, qu'on peut engager ces changements sans entamer la performance ? J'en suis absolument convaincu. Et j'en suis notamment convaincu qu'on le voit déjà. Je pense qu'il y a une question de bon sens d'un côté, il y a une question de focalisation sur les initiatives, les actions très concrètes, très pragmatiques qu'on peut mettre en place de façon à arriver à ces objectifs. Réduire l'empreinte carbone, c'est par exemple réutiliser des produits. C'est par exemple recycler des anciens produits pour fabriquer les nouveaux. Ça paraît très simple, mais la réalité, et tu as raison, ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Je prends l'exemple d'une fenêtre. Une fenêtre va vivre une quarantaine d'années. Comment récupère-t-on cette ancienne fenêtre le moment venu, le jour où on la remplace ? Comment est-ce qu'on va la démanteler ? On va mettre le verre d'un côté, le PVC, l'aluminium ou le bois d'un autre. On va récupérer tout cela. On va le recycler. Comment avoir un bilan économique favorable à une opération comme celle-là ? Et là, comme dans tous les métiers, comme dans toutes les initiatives, c'est un effet de massification, un effet d'expérience qui coûte au début, qui petit à petit devient un modèle et qui ensuite évolue vers de la vertu et un bilan économique positif. Sans changer les fondamentaux, il y a des produits qui restent un peu les produits stars chez vous, les soupes de poisson, etc. Mais on peut quand même, j'imagine, les faire évoluer gustativement. Pour les gens qui vous accompagnent, les talents qui rejoignent justement la Sablaise, milieu industriel, milieu agroalimentaire, est-ce que vous avez encore du mal à recruter ? Est-ce que le milieu justement industriel et agroalimentaire fait encore peur, notamment aux jeunes générations, et comment vous faites pour les séduire ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas un milieu qui est, on va dire, très glamour, mais on essaye, au travers des investissements qu'on réalise dans l'entreprise, on va plutôt mettre en place des solutions qui vont apporter du confort de travail, parce que c'est vrai que pour certains métiers, on est dans des métiers assez manuels, il y a de la transformation, on travaille dans un univers où il fait plutôt froid, bon, tout ça ne donne pas vraiment envie. Mais au fur et à mesure des années, je vois en l'espace d'une dizaine d'années, on a fait énormément d'améliorations en production
pour faire en sorte que les gens se sentent bien ou mieux dans l'espace dans lequel ils travaillent au quotidien. Donc, et ça, c'est un enjeu parce que demain, on n'a pas encore fabriqué toutes les machines qui vont tout faire à la place des hommes. Donc, il va falloir être ingénieux pour améliorer toujours plus les conditions dans lesquelles les gens vont effectuer leur mission au quotidien. Et dans les parcours de promotion interne, on peut dire aujourd'hui à un jeune opérateur, une jeune opératrice, tu seras un jour chef de production, tu vas monter en hiérarchie, tu peux faire ton parcours industriel au sein de ces structures? On espère. Parce que justement, on veut que ceux qui intègrent l'entreprise puissent faire un parcours le plus loin possible avec nous, parce qu'on a besoin d'acquérir des compétences, de les faire monter en compétences, de bien connaître toute une ligne de production, comment on va d'un produit de A à Z, et donc pas dans sa conception, mais au moins dans sa fabrication. Et ça, c'est un apprentissage qui se fait dans le temps. Donc, et avec une progression, on va dire, du salarié dans un temps qui peut être de 1, 2, 3, 4 ans. Donc, oui, ça fait partie d'une forme de promotion. On parle justement de temporalité. Marie, peut-être pour terminer, si on se projette un petit peu, on dit souvent les dirigeants ou les dirigeantes doivent voir loin. Les horizons sont un peu plus courts aujourd'hui. On a un contexte évidemment multiconjoncturel. Pour autant, la Salbez, elle doit ressembler à quoi dans 5 ans? Si on parle à horizon 5 ans, vous avez envie de l'emmener où ça? Eh bien, j'ai envie de l'emmener là où on a toujours eu envie de l'emmener, c'est-à-dire que les fondamentaux que l'on a au travers de l'entreprise, de la marque, qui sont beaucoup de naturalité, des circuits courts, on veut continuer à véhiculer ça, même si c'est compliqué, parce qu'il y a de la concurrence, il y a des produits, on va dire, plus abordables, mais pas avec le même cahier des charges que le nôtre. Et nous, on fait valoir toujours les mêmes valeurs, les mêmes produits, on va dire, la qualité, nos engagements. Et ça, ça fonctionne, parce qu'il y a quand même un marché pour ces produits-là. Et il est peut-être plus difficile à conquérir, mais nous, on a toujours eu cette volonté d'être des leaders dans la naturalité sur le marché des produits de la mer. Et gageons que ça paie, justement. Ce sont des investissements, non pas des coûts, des investissements. Et ce pari de la qualité et du durable. Merci beaucoup, Marie. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.